Choix 98.1 Radio X. Maître Bellemare. Oui. Est-ce que vous êtes là? Bon, on vous entend. Oui. C'est peut-être ici là que ça marche pas. Non, c'est de notre côté. On a changé la console, puis le temps de s'habituer, ça va prendre une journée, puis demain, tout va bien aller. Vous avez passé un beau week-end? Oui, absolument. Oui. Avez-vous coupé vos pissenlits, là? Parce qu'il reste encore 2 jours avant de couper vos pissenlits, là. Non, moi, c'est vert chez nous. Mais moi, je suis en condo, fait que c'est pas moi qui décide, là, mais c'est vert. Il n'y a pas beaucoup de jaune. Donc. La belle vie d'un retraité en condo. Oui, absolument. Voilà. Y pensez-vous des fois? Au pissenlit? À la retraite? Ouais. Pissenlit. C'est comme manger pissenlit par la racine. La retraite, c'est un peu ça. Non, je pense pas à retraite, non, mais écoute, à un moment donné, il va bien falloir que ça arrive. À 66, on y pense certainement. Là, on a un peu moins d'énergie, mais écoute, en autant que le travail se fait et qu'il se fait bien, là, c'est parfait. Ouais. Mais vous travaillez énormément. Vous travaillez même le dimanche. Là, je veux dire, ça va être extrêmement dur pour vous d'arrêter du jour au lendemain. Vous n'aurez pas le choix d'y aller petit peu par petit peu, là. Oui, c'est ça. Mais écoute, je travaille quand j'ai du travail qui s'impose donc pour le lundi ou le mardi ou que j'ai quelque chose d'assez gros dans la semaine. Là, des fois, il faut... Moi, j'aime bien ça le lundi matin quand j'arrive au bureau, que tout soit à jour. Ça, c'est une vieille habitude que j'ai gardée du séminaire que j'ai fréquenté dans les années 70, là, où c'était important le lundi matin de pas commencer avec des crottes la semaine d'avant, des choses qui n'avaient pas été complétées. Ouais. Faut commencer à zéro. Quand les compteurs sont à zéro, ça fait une semaine très différente d'une semaine qui commence quand tu as 3-4 affaires, tu as 3-4 casseroles qui traînent. Là. Mais c'est une génération qui disparaît, ça, Maître Bellemare, parce que de plus en plus, les gens commencent à décrocher. Là. Le vendredi à 17h, les gens ont terminé, puis ils repensent pas au travail avant le lundi matin. Oui, mais ça dépend du travail que tu fais. Moi, dans mon cas, ça m'a toujours bien servi. Alors, comme les sujets là qu'il faut que j'envoie à Yannick là, pour lui dire, on va parler de ça ce midi. Voilà. Alors, parlons-en. Vous voulez revenir un petit peu. Oui, vous voulez revenir un peu sur l'affaire Bissonnette? Oui, c'est sûr. Écoute, ça a été... disons que j'ai pas passé un très bon vendredi. Là. J'ai eu une belle fin de semaine, mais je n'ai pas passé un très bon vendredi. J'ai été bien déçu du jugement de la Cour suprême. Honnêtement, je l'avais pas vu venir. Je me disais probablement qu'ils vont maintenir le jugement UOT, le jugement de la Cour supérieure, qui avait réécrit la disposition en question du Code criminel qui prévoit des peines successives dans le cas de meurtre multiple. Et je m'attendais plutôt à ça, mais que vraiment, là, qu'à 9-0, parce qu'il y a 9 juges qui se prononcent, que 9-0 qui confirment le jugement de la Cour d'appel, puis qui disent qu'on peut pas mettre les peines consécutives, là, ça m'a beaucoup déçu. Mais écoute, un jugement de la Cour suprême, c'est un peu comme la mort, hein, on peut pas y remédier, là. C'est terminé, ça s'arrête là, puis il faut simplement s'incliner, se soumettre et tant qu'on aura l'article 12 de la Charte fédérale qui prévoit des peines cruelles et inusitées et que la Cour suprême, qui est le plus haut tribunal au Canada, dit que le fait de mettre des peines successives dans un cas de meurtre multiple, c'est une peine cruelle et inusitée, ben là, c'est... qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça qu'il faut vivre avec. Avec cette décision-là, on pourra jamais plus revenir avec des peines qui s'accumulent, c'est ça? On ne pourra jamais des peines qui sont consécutives, c'est ça, parce que les peines sont purgées concurremment, en principe. Alors, si tu en tues 6, ben c'est comme si tu purgeais, chaque jour compte pour 6. Alors, il n'y a pas de tu sais, ils disent qu'il faut ils disent dans le jugement que les détenus vivent en moyenne 60 quelques années, contrairement à l'espérance de vie générale pour les citoyens qui est à peu près de 80, là. Fait que c'est pour ça que les juges disent faut une peine cruelle et inusitée, c'est une peine qui t'oblige à pourrir en prison. Alors, la Cour suprême décide que Bissonnette, qui a 32 ans au moment où son crime est commis, va pouvoir sortir à 57 ans. On en parlait la semaine dernière avec Patricia. Bon, 25 ans pour certains, c'est pas assez. C'est mon cas. Moi, j'aurais aimé qu'il puisse finir ses jours en prison ou peut-être qu'un jour, on ira plus loin. Ça, je vais dire ça comme ça. Mais, 25 ans, ça veut pas dire qu'il va sortir dans 25 ans. Ça veut dire qu'il va avoir une possibilité de sortir dans 25 ans. Mais qu'est-ce qui va déterminer si on peut le laisser sortir ou pas? Ça dépend de son attitude en prison. Il n'est pas éligible à une libération conditionnelle avant 25 ans, mais moi, je suis pas criminaliste, là. C'est pas mon travail que de défendre des accusés, surtout pas des gars comme Bissonnette. Mais
Je sais qu'on se souviendra du sergent Lefebvre, je sais pas si tu te souviens, ben oui. qui avait tué dans les années 80, je crois, il avait tué 2 de ses collègues au Centre dentaire de Québec. Il avait simulé un vol. Finalement, il s'était fait prendre en train de voler, puis il avait tué ses 2 collègues. En fait, il se souvenait plus, il était dans quelle ville, puis c'était dans le parc industriel, puis il s'attendait pas à voir ces policiers-là débarquer. Ouais, puis il a tiré les policiers dans le dos. Puis Arthur avait dit dans le temps, il n'y a qu'une seule façon que 2 policiers se fassent surprendre dans le dos, c'est que l'individu qui a tiré, c'était quelqu'un qui connaissait les 2. Oui, c'est ça. Mais lui, il n'a pas fait de 25 ans, tu sais. Non. Alors, mais après ça, quand il est sorti, si vous vous souvenez bien, là, vous avez une meilleure mémoire que moi, là, mais moi, je m'en souviens très bien du sergent Lefebvre. Quand il est sorti, il s'est fait pogner à sniffer des bobettes. Oui. Ben, c'est ça, mais il n'avait pas fait ses 25 ans. T'sais. Alors, tu sais, tout le monde dit, j'écoute les commentateurs, oui, il va faire 25 ans au moins, puis on verra. Ben, moi je te mets ma main au feu que ce gars-là va sortir avant 25 ans. Je suis convaincu. Vous parlez de Bissonnette? Ben, je suis convaincu. Je suis convaincu qu'il va trouver un moyen de s'en sortir. Il y a tellement de possibilités dans le code criminel. Il y a tellement de perspectives surprenantes. Moi, je pense pas qu'il va faire 25 ans, mais techniquement, c'est ça que prévoit le jugement pour un meurtre prémédité. Mais on verra bien. C'est sûr que dans 22, 23 ans, on pourra s'en reparler. Ouais. Mais je pense aux familles là-dedans. Là, c'est absolument épouvantable. Là, parce que pour pouvoir bien vivre une réadaptation, un retour à la vie normale quand tu as été victime d'un acte criminel ou quand tu as perdu un être cher par balle, comme ça, dans un crime violent, haineux, il faut qu'il y ait une peine juste et équitable. Tu sais. Mm-hmm. Alors, je suis pas sûr, moi, que si tu fais le tour du centre islamique aujourd'hui, là, tu vas avoir beaucoup de gens qui trouvent ça équitable, là, parce que les victimes espéraient bien plus que ça. Puis la couronne, le DPCP a fait une bonne job là-dedans. Ils ont quand même défendu l'article 745.1 de façon énergique, de façon continue. Ils ont été jusqu'au bout. Mais le jugement est tombé, puis c'est évidemment la Cour suprême est... Comme la Cour d'appel, d'ailleurs, l'avait fait avant. La Cour d'appel, c'est 3-0. La Cour suprême, c'est 9-0. Fait que pour le plus haut tribunal du Québec, comme le plus haut tribunal au Canada, c'est considéré comme étant une peine cruelle et inusitée, même la simple perspective. Mais, tu sais, le juge Huot avait dit 40 ans. Ça veut dire que s'il a commis son crime, Bissonnette, à 32 ans, tu rajoutes 40 ans, ça veut dire 72. 72, oui. 72, là. Alors que là, il va sortir avant à 72 ans. Mais en quoi c'est cruel et inusité 40 ans plutôt que 25? On n'a pas trop. Tu sais, c'est pas... On n'est pas en mathématiques, là. Ce que les juges disent, c'est la simple possibilité qu'une personne fasse plus que 25 ans en dedans. Peu importe le nombre de personnes, peu importe la gravité du crime, parce que c'est un crime effrayant, ça, là. C'est une fusillade en même temps. Puis, tu sais, n'oublie pas qu'il y a 6 tentatives de meurtre en plus, là. Mm-hmm. Il n'y a pas juste 6 assassinats, là. Il y a 6 tentatives de meurtre en plus, là. Alors, 25 ans pour tout ça, là. Puis moi, ça me faisait penser un petit peu, tu sais, à la fusillade qui a eu lieu au Texas, là, où une vingtaine d'enfants ont été assassinés froidement par un bonhomme avec son gun, là. Tu sais, ils ont des contrôles d'armes à feu au Canada, puis on se pète les bretelles avec ça. Nous autres, on a un contrôle, on a des lois plus sévères, puis même le ministre de la Sécurité publique du Canada a annoncé hier qu'il allait y avoir un resserrement des contrôles au niveau des armes à feu. Oui, je suis d'accord avec ça, puis je trouve que c'est bien. Mais en même temps, tu sais, on donne des peines de 25 ans à des gars qui tuent 6 personnes, puis qui essayent d'en tuer 6 autres. Puis une chance que son chargeur s'est enrayé, Bissonnette, là, parce que il était parti pour en tuer plus que ça. Oui. Puis, tu sais, j'ai eu une pensée aussi quand le jugement est sorti, là, puis on en jasait avec Patricia. Je pense que c'était en 2014 à Moncton. Il y a Justin Bourque qui a tué, c'est 3 policiers, puis il a blessé d'autres policiers. 75 ans. Lui, il doit jubiler dans sa cellule. Là. Alors, ils vont reviser ça. Là. Ben oui. C'est clair parce que il déclare inconstitutionnelle la disposition. Donc, si elle l'a été vendredi dernier, le 27 mai 2022, elle l'a été aussi en 2011 quand elle a été adoptée. Malgré le fait que ça a été adopté par le Parlement du Canada, les élus, le gouvernement du Canada, en 2011, a voté pour ce code criminel-là. Là. Et là, c'est ça. Alors, à cause de la charte, qui est enchâssée dans la Constitution canadienne, donc c'est la loi des lois, il n'y a pas de loi d'un gouvernement qui peut aller à l'encontre de la charte. Alors, ça donne à la Cour suprême, puis à la Cour d'appel, puis à tous les tribunaux supérieurs un pouvoir immense. Là. Alors, c'est pour ça que tu as le Parlement qui vote une loi
qui est en vigueur pendant 10 ans, puis qui est 11 ans, puis qui est accepté, puis qui est appliqué par les tribunaux. Là, la Cour suprême dit que cet article-là est inconstitutionnel, et du fait qu'il est contraire à une des dispositions de la Charte, ça vient de tomber. T'sais. Dans certains cas, l'article est annulé par la Cour suprême. Dans certains cas, comme dans Jordan, en 2016, je crois, la Cour suprême annule pas parce qu'il n'y a pas d'article de loi, mais elle impose des critères numériques en disant, faut que tu sois jugé dans un délai de tant de temps, tu sais, pour que ça soit conforme à la Charte qui prévoit que tout accusé doit être jugé dans un délai raisonnable. Alors, on se retrouve avec des jugements qui ont énormément d'importance en justice criminelle. Puis, depuis Jordan, là, on s'aperçoit que la Cour suprême, il va pas avec le dos de la main morte, comme dirait l'autre. Là, c'est toujours les chartes qui sont à l'origine de ces jugements importants-là. On en a parlé il n'y a pas très, très longtemps, l'article 33.1 qui prévoit qu'une personne ne peut pas invoquer son auto-intoxication volontaire. Là, le gars dans l'Ouest là, qui a massacré une femme, là, puis qui s'en est sorti parce qu'il a été capable de prouver qu'il n'était pas capable de comprendre ce qu'il faisait. Ouais. C'était pas de sa faute, il s'est saoulé à ne plus savoir qu'est-ce qui se passait, puis il a battu et agressé sexuellement une femme. C'est ça. Alors, la défense d'ivresse, un peu, comme ça qu'on l'appelait quand j'étais à l'université. Et Karine Gagnon, le Journal de Québec, hier, en a fait sa chronique. Mais tu sais, c'est ça. Alors, il y a des jugements qui sortent et qui sont successivement, très, très souvent, pour l'essentiel, favorables aux accusés. Et ça, de façon très importante. Fait qu'on assiste, là, je dirais, depuis 7-8 ans, à un courant très ouvert et très favorable aux accusés. C'est peut-être en réaction aux années Harper qui, lui, avait des législations qui étaient beaucoup plus sévères pour les criminels. Est-ce que c'est l'espèce de retour du balancier? Je ne le sais pas, mais je pense que quand tu regardes là, les jugements de cette nature-là qui s'accumulent et qui sont toujours favorables aux accusés, toujours contraires aux chartes, et des pans importants du code criminel qui sont cassés, ça fait réfléchir. Mais Maître Bellemare, je vais vous poser la question parce que je sais que votre réponse sera beaucoup plus posée que la mienne. Là. Mais pour être juge de la Cour suprême, faut-il être sur le bord d'être sénile? Ils sont nommés par Ottawa. Ils sont nommés pour leur qualité. Moi, écoute, d'habitude, le choix d'un juge de la Cour suprême se fait, par exemple, quand c'est un juge du Québec, parce qu'il faut que tu aies 3 juges du Québec sur 9. D'habitude, le ministre de la Justice du Québec est consulté. Moi, je l'avais été à l'époque pour des nominations de juges à la Cour suprême. On donne notre avis. Mais de façon générale, c'est le fédéral là, qui choisit. Puis il y a un processus maintenant là, d'examen de la part du Parlement là, qui est un petit peu plus ouvert que ça l'a déjà été, mais c'est jamais aussi ouvert qu'aux États-Unis, où là, on va aux États-Unis, il y a des audiences qui sont tenues dans le Sénat où il y a vraiment, on va dans le fond des choses. On analyse son comportement de la naissance à aujourd'hui, puis ils vont de façon, tu sais, les jugements qui ont été rendus par les cours inférieures, qu'est-ce que vous avez fait dans votre carrière, puis c'est assez, vraiment dans ta vie privée de façon poussée, mais au Canada, on n'a pas ce processus-là. OK. Puis l'âge des juges, la moyenne, c'est à peu près quoi? Là? Je dirais à vue de nez, autour de 60, 70 ans? 75, ça arrête à 75. 75? Il me semble que c'est 75, okay. À la Cour mais à 75 ans, on peut-tu être encore groundé sur ce qui se passe en temps réel? Je pense que oui. Je pense que écoute, c'est un tribunal collégial qu'on appelle. Tu sais, les jugements sont jamais rendus par un seul juge. Il y a toujours plusieurs juges sur le banc pour assurer probablement cette espèce de cohésion. Il y a des échanges, puis il en vient une décision collégiale commune. Et puis des fois, il y a des dissidences. Des fois, tu peux avoir 8 juges d'un bord puis un de l'autre, ou des fois 5-4. Il y a un jugement récent, je pense qu'il avait été 5-4, là, je me souviens pas lequel, là. En tout cas, il y a un jugement de la Cour suprême important qui a été rendu il y a quelque temps, où c'était 5 contre 4. En tout cas, c'est la majorité qui l'emporte. C'est dans l'affaire de Mike Ward, là. Oui. Mike Ward, c'était 5 contre 4. Mais dans le cas de Bissonnette, c'est 9-0. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a t'as pas de dissidence, parce que quand un juge de la Cour suprême est dissident, il doit écrire sa dissidence. Il doit dire pourquoi il en serait venu à la conclusion contraire à ses collègues majoritaires. Alors, des fois, ça peut donner des arguments aux plaideurs pour essayer éventuellement d'obtenir un jugement différent dans quelques années, tu sais, d'essayer de développer un peu ou d'alimenter la thèse du juge dissident. Mais dans le cas de Bissonnette, c'est 9-0. Là, fait qu'il y a pas de, c'est absolument unanime. C'est un jugement qui est rendu par le juge en chef, Richard Wagner. Okay. Je vous posais la question parce que, tu sais, je me suis posé, tu sais, il y a un auditeur qui m'a aiguillé là-dessus aussi, puis ça m'a donné une idée. Tu sais, advenant le cas où un Américain décide de faire un carnage, il est aussi bien de le faire au Canada plutôt qu'aux États-Unis. Ah oui. S'il veut passer à l'histoire.
Non, mais c'est sûr que c'est la loi du lieu du crime qui s'applique. Aux États-Unis, il va pogner 150 ans, puis au Canada, il va pogner 25 ans minimum. Sauf exception, c'est sûr. Puis c'est la même chose pour les accidents d'auto avec le no fault. On en a déjà parlé. T'sais, si tu tues quelqu'un avec ton char au Québec, tu ne seras jamais incommodé, tu ne seras jamais poursuivi civilement pour les dommages que tu as causés. Tu vas peut-être faire de la prison et être condamné au criminel, mais tu ne seras jamais obligé de payer pour tes dettes, alors que ailleurs, tu vas devoir probablement perdre ta maison et ton 4 roues, là, pour payer tes dettes auprès des victimes qui te poursuivent, mais ici, on peut pas le faire. Alors, c'est sûr qu'il y a des endroits où les peines sont sont moins sévères, puis c'est certain que le Canada, par rapport aux États-Unis, les jugements de cour, les chartes, la jurisprudence est beaucoup moins sévère face aux criminels puis aux accusés qu'aux États-Unis. Maintenant, quel est le meilleur système? Probablement entre les deux, là. Parce que, aux États-Unis, des peines de 300 ans, là, c'est un peu ridicule aussi. Mais il reste que, dans un cas de crime multiple, moi, personnellement, j'aime mieux voir le gars à chaleur le plus longtemps possible que de le voir juste pour 25 ans. Ben, c'est qu'on se dit, prison à vie, ça devrait être prison à vie. Là. Ça devrait pas être 25 ans maximum. Je trouve ça incroyable. Maître Bellemare, vous m'avez aiguillé ce matin sur un article du Journal de Québec qui parlait d'un accident qui est survenu sur Marguerite Bourgeois. Monseigneur Bourget, pardon. Ça, c'est dans le secteur de Lévis, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est survenu en 2019. Oui, c'est ça. C'est des parents, tu vois, dont la vie est brisée. Leur fils a été frappé par un chauffeur. Consommation d'alcool au-delà de la limite permise. Et ça m'a fait penser au cas de Lacasse, là, en Beauce, là, qui a été condamné à 6 ans et demi de pénitencier, je crois, là. Tommy Lacasse. Alors, moi, j'ai représenté la famille, les parents, qui ont perdu, grosso modo, 2 ans de salaire suite au décès de leur fille, le jour de ses 18 ans en passant. Et puis, on n'a jamais été capable d'obtenir qu'il soit reconnu comme victime. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas présent dans l'auto au moment où le crime a été commis. Fait que, en vertu de la loi au Québec, la loi sur l'assurance automobile, c'est une interprétation très stricte. Si ton fils est tué dans un accident d'auto, même si c'est criminel, toi, tu ne seras pas victime, comprends-tu? Fait que si tu as des pertes de revenus, puis c'est normal que tu en aies, on te les remboursera jamais. La Société de l'assurance automobile ne remboursera jamais tes pertes à toi. Mm-hmm. Ils vont te payer quelques traitements de psychologue, là, mais ils ne paieront pas pour les pertes financières. Par contre, le gars, lui, qui a tué dans l'automobile, mais par définition, il est victime. Parce qu'il est impliqué dans l'accident, puis il est dans son auto au moment de l'impact. Alors, écoute bien, là, ça amène à des situations complètement absurdes. Le chauffeur, lui, est victime. Il est admissible pour toutes ses pertes de revenus, même en prison, alors que les parents ne sont pas. Fait que ces parents-là, ils n'en parlent pas dans l'article ce matin dans le Journal du Québec, là, mais les parents qui sont dévastés par la mort de leur fils, ces gens-là perdent du revenu tout le temps. Il n'y a personne qui va retourner travailler le lundi matin quand ton fils a été tué dans un accident criminel le dimanche, comprends-tu? Alors, c'est certain qu'il y a des pertes de revenus, des pertes financières, des séquelles permanentes, mais tout ça ne compte pas pour les parents des victimes, ce qui est une lacune dans la loi, bien sûr, qu'on devrait corriger. Mais je pensais à ce cas-là quand j'ai vu l'article dans le Journal de Québec ce matin, les parents qui perdent leur enfant dans un cas criminel comme ça. Mais ce qu'il faut considérer de positif là-dedans, c'est que, compte tenu que le gars qui a blessé leur fils n'est pas encore jugé, la couronne peut déposer des accusations, modifier l'acte d'accusation comme étant faculté affaiblie causant la mort plutôt que des blessures. Comprends-tu? Parce que faculté, si le jugement avait été prononcé avant le décès, au moment où il y a juste des blessures, ben là, c'est blessure, lésion corporelle. Mais compte tenu que le décès est survenu avant que la cause ne soit terminée, ben à ce moment-là, la couronne pourrait, puis j'espère que c'est ce qu'ils vont faire, prévoir des accusations maintenant de faculté affaiblie causant la mort. Ça serait peut-être leur seule consolation. L'accusé, c'est Pierre Hoffman? Oui, c'est ça. Okay. Quand on fait, je vous pose la question, parce que je suis en train de regarder un peu ce qui se passe là, pour M. Pierre Hoffman. Quand on fait un accident comme ça, puis que on a... parce que lui, il a soufflé, là, c'est ça? Il a soufflé dans la ballonne, de ce qu'on comprend, là? Oui. Puis il l'a pété? Mm-hmm. OK. Lui, il n'est pas encore jugé, là? C'est ça. Mais lui, il a réussi à ravoir son permis de conduire.
Je sais pas, ça se peut. Ben, je vous le confirme. Ouais, probablement en attendant, parce qu'il est présumé innocent. C'est ça l'affaire, c'est que il peut recouvrer sa liberté, il peut continuer de travailler tant qu'il n'est pas condamné, mais c'est sûr que s'il est condamné, il va le perdre, là. Mais en attendant, probablement que c'est ça. Il a été remis en liberté, puis compte tenu de la présomption d'innocence, s'il n'est pas à l'intérieur des murs, mais à ce moment-là, le juge peut lui permettre de conduire, parce qu'une fois qu'il est libre, là, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Ouais. Et il peut assortir quand même la libération temporaire en attendant le procès et le jugement. Le juge peut imposer des conditions. Ça ne semble pas avoir été le cas ici au niveau de la conduite automobile. Là. Voilà. Pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST, bellemoreavocat.ca. Tout à fait. Salut, bonne semaine. Merci, vous aussi. Bye-bye.